Donc je suis née à Paris, en fait, dans le 14e arrondissement, dans une maternité qui s'appelait Port-Royal. Et mes parents étaient étudiants en France, mon père étant aux études comme éducateur spécialisé pour l'enfance délinquante, et ma mère étant venue de la Martinique parce qu'elle avait eu une bourse à l'époque, hein, c'était donc dans les années 45-50, ma mère étant venue à Paris après avoir eu une bourse pour faire une école des beaux-arts. Et très vite, elle a rencontré mon père et ce qui devait arriver arriva. Donc elle a travaillé comme petite main chez de grands couturiers pour arriver à nourrir la famille pendant que mon père faisait ses études. Et on est resté en France quelque temps. Et par la suite, il a eu une affectation au Niger, à Dakoro, où il y avait une école de rééducation. Et donc j'ai passé du temps là-bas. Et je pense que ça a été une époque très très importante parce que c'était l'époque où il y avait comme gouverneur, ou je ne sais pas trop quel titre il avait, mais c'était Colombani, un Corse qui était connu quand même pour être l'un des piliers de la colonisation. On en voyait partout où il y avait des situations un petit peu délicates, disons. Et mon père avait adhéré à la Sawaba de Djibo Bakary. Et donc il était très engagé. Et je me souviens très bien quand les Goumiers sont débarqués au centre de rééducation. Et on a fini par être tous embarqués on nous a emmenés à Niamey. J'étais toute petite, hein, toute jeune, je vais avoir 4 ans. Et je me souviens nos petits sacs avec une petite brosse à dents, etc. Et de ce que je sais, de ce que l'on m'a raconté, bon, bien sûr, on a tous été arrêtés, hein, même nous les enfants. Et il semblerait que Colombani ait demandé à ma mère d'intervenir auprès de son mari pour qu'il demande pardon en lui disant on a la même religion, nous sommes catholiques tous les deux, etc. Et ma mère a refusé. Et c'est là où souvent quand on me dit que je ressemble à mon père, en fait je dis oh non, 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 mon père est téméraire, ma mère est courageuse. Je pense que j'ai pris des deux. Après, mon père est sorti. Quand il est sorti, il a été obligé de prendre on ne sait pas quelle route. Et ça qui est un peu dommage, parce qu'on garde dans nos éducations, on n'interroge pas trop nos pères. Ça, c'est un regret que j'ai. Donc, il a été obligé de partir du Niger. Entre-temps, ma mère est rentrée en France parce que l'une de mes sœurs a eu la polio. Donc, chacun, on a fini par se retrouver en France, mais chacun par des chemins différents. Et ensuite, on est rentré au Sénégal. Et je dis rentrer, on est entré au Sénégal, on est arrivé au Sénégal pour la première fois. Et moi je me souviens, en regardant par la fenêtre, je pleurais parce que je voyais des couleurs, j'entendais des sons, et je me disais, je suis rentrée chez moi. Quand je suis arrivée à l'université, c'est là, pas tout de suite, j'ai commencé par faire médecine, et puis ensuite ça ne marchait pas, je suis allée en philo, grand écart. Et en philo, c'est là où tout ce qui était marxisme-léninisme, etc., toutes tendances confondues, se retrouvaient. Et c'est comme ça que j'ai été accrochée par cette idée qu'effectivement, de renversement de perspective, hein, que c'était possible probablement de changer l'État, de changer la société, de la transformer radicalement. Très vite, finalement, j'ai mis de côté les études universitaires parce que cette chose que je découvrais, hein, ce monde que je découvrais, me semblait fascinant et valait la peine que je lui consacre mon existence. À partir du moment où j'ai été insérée dans les milieux ouvriers, j'allais à Guédiawaye, j'allais à Pikine où il n'y avait pratiquement rien pour faire de l'alphabétisation et pour faire de la conscientisation.
au niveau de l'alphabet, on prenait des mots qui étaient connotés. Par exemple, A, on va prendre arachide. Et là, on va travailler sur toute la filière arachidière, comment cette culture s'est implantée au Sénégal, qu'est-ce que ça signifie pour les paysans, etc. Donc pour des femmes qui sont des femmes ouvrières, c'est une ouverture sur d'autres mondes. Mais ce sont des femmes aussi qui viennent du milieu rural, donc qui commencent petit à petit à comprendre le processus qui a fait qu'elles sont devenues pauvres. Donc, et plein d'éléments comme ça. On passait tout l'alphabet à essayer de leur expliquer la situation au Sénégal, pourquoi elles étaient dans une usine, comment elles pouvaient s'organiser à l'intérieur de l'usine pour faire en sorte de combattre leurs conditions, surtout que c'était des conditions extrêmement difficiles. On était de la mouvance Mao, donc on savait tout sur le petit livre rouge, etc. Tous les textes, on les connaissait, on avait des travaux à faire, des conférences à l'interne à donner. Et le soir, c'était plus de l'alphabétisation dans les quartiers populaires, des actions de ce type. Voilà. Vous disiez, on était dans la clandestinité. Oui. Qu'est-ce que ça signifiait à l'époque ? Mais ce que ça signifiait, c'est avoir le jour une vie normale, travailler. Donc on ne dormait pas beaucoup. Ça signifiait faire attention à ce qu'on disait. Ça signifiait aussi vivre relativement isolé. Et même quand vous aviez une famille, etc., ça signifiait aussi que tout était dirigé vers le mouvement. Quand j'avais mon salaire, je pense que c'était un tiers qui allait au mouvement. Mais vraiment, on n'avait pas de week-end. Donc quand je dis pas de vie familiale, c'est vraiment pas de vie familiale. Moi, je me souviens quand j'avais mon fils, il était tout petit, je l'installais quelque part avec des jeux, etc. Et puis, je faisais mes activités. Voilà. Et puis lui aussi, il fallait probablement, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais que je lui explique qu'il ne fallait pas dire. Donc, à un moment, on a déménagé, on a habité une superbe villa, etc. Il n'y avait rien dedans. Elle était vide, il n'y avait rien à mettre dedans. Mais on avait l'imprimerie. C'est ça l'idée, c'était vraiment de la mettre dans un endroit qu'on ne pouvait pas soupçonner. Il y avait une imprimerie clandestine. On éditait, il y avait des tracts qui sortaient là, il y avait le journal du mouvement, etc. Moi, je n'ai jamais fait de reportage avec ce journal-là. Je n'étais pas censée être liée à ça. Bon, il y avait un cloisonnement extrêmement important entre les groupes. C'est par la suite que vous découvrez qui appartient. Et pas tout le monde, vous ne découvrez jamais tout le monde. Ça veut dire que vous avez une cellule déterminée, vous avez un correspondant de la cellule et vous n'avez pas de lien avec d'autres cellules. Voilà. Et puis ensuite, quand vous arrivez à un niveau supérieur, oui, vous pouvez avoir des liens, vous découvrez les liens qui peuvent exister entre cellules, mais là, vous êtes tellement là-dedans, c'est tellement votre vie, qu'à aucun moment vous pouvez même imaginer que si vous étiez pris par la police, vous pouviez dire un mot. On se conditionnait vraiment. Par exemple, on savait tout de ce qui se passait au Vietnam, de la torture, tout dans le détail. Donc, on essayait nous-mêmes de se blinder, sans savoir ce que c'était, entre les livres, ce qu'ont vécu d'autres personnes, d'autres camarades ailleurs, et ce que c'est dans la réalité. Il y avait un gros fossé qu'on allait découvrir plus tard. Puis un soir, il débarque. J'aime bien dire « ils » parce que pour moi, ce sont des gens indéterminés. Ils débarquent, ils emmènent celui qui à l'époque était mon mari, le chef, donc Toto, me demande un verre d'eau. Je lui donne un verre d'eau et je casse le verre devant lui. Ils s'en vont. Le lendemain matin, ils viennent me chercher. Ils m'emmènent au ministère de l'Intérieur, là où se trouve l'endroit où on prend les empreintes, etc. Et là, ils me font monter à l'étage et ils me menacent.
Et puis il m'emmène mon mari que je n'ai pas reconnu. Il avait la tête qui avait doublé de volume, des ongles ensanglantés, etc. Et sous-entendu, tu parles ou voilà quoi. Je leur ai dit, de toute façon, vous me faites ce que vous voulez, je vous préviens, je suis enceinte. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous en serez responsable. Bon, finalement, on m'emmène au commissariat central, au dernier étage, là. Et ils se sont torturés les gars, quoi. Et il y en a un qui nous disait, de toute façon, c'était souvent des anciens d'Algérie ou du Vietnam. Et il nous disait, nous, on nous emmène notre père, notre mère, on nous dit de le torturer, on n'a aucun état d'âme. Et puis tu vois aussi, il y a un truc qui était très, très étrange, c'est quelquefois, il y avait comme une coupure d'électricité à ce niveau-là. Je me suis retrouvée en fait en garde à vue au commissariat du 1er arrondissement, près de l'Assemblée nationale. Et c'est là où j'ai rencontré Decroix. On nous emmenait, après les interrogatoires, etc., on nous emmenait là-bas. Ensuite, la prison, donc Rebeuss. Bon, je pense que les gars étaient tous ensemble dans une salle. Moi, comme il n'y avait pas de coin pour les femmes détenues politiques, j'étais avec les détenus de droit commun. La faveur qu'ils m'ont faite, c'est de laisser la cellule ouverte la journée, parce qu'autrement, il y a des heures. Hein. Et puis là où c'était bien aussi, Bon, c'était compliqué, hein, parce que tu n'as pas de lit, les toilettes sont à l'intérieur de la cellule, c'est de la promiscuité totale, c'est dégoûtant. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une discipline, mais absolue, heure par heure. Je me lève, je fais ma gym, je me douche, je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je commence les cours d'alphabétisation avec les détenus. Je me donne du temps pour lire. J'ai lu tout le Capital en prison. Faut le faire, hein? Non, j'étais fière de moi. J'avais le temps. Mais vraiment une discipline. Je me souviens, j'avais un cahier malheureusement que j'ai perdu, où je notais tout. J'ai pris tant d'argent parce que j'avais besoin d'une aiguille, j'avais besoin de telle et de telle chose. Et puis, il y a eu ça, et puis bon, il y a eu le fameux épisode où effectivement, j'avais demandé à aller à l'hôpital pour faire des examens et tout. On m'a emmenée à l'hôpital, je suis revenue, et puis bon, je me sentais pas bien. Et je disais que je me sentais pas bien. On m'a ramenée à l'hôpital, et le médecin, ce cher monsieur était en plus le président de l'ordre des médecins, a dit non, il faut attendre encore quelques temps, quelques mois, pour voir qu'est-ce qui se passe et tout. On m'a ramenée. Donc, le lendemain matin, j'étais toujours pas bien, on m'a fait une piqûre. Je la ressens toujours, cette piqûre. Et le soir, plop, j'ai tout perdu. J'ai dû me mettre comme ça, sur le matelas, pour ne pas tout ensanglanter. Ça coulait. Mais moi, j'étais très bien. J'entendais vaguement des cris. Mais je me suis vidée de mon sang. Mais moi, j'étais dans un cocon, j'étais dans un nuage, j'étais bien. Et puis voilà, on m'a emmenée à l'hôpital et là, j'ai vraiment dégusté. J'ai vraiment souffert. Et on s'est retrouvés pour le procès. Ils avaient rempli la salle de gens, je ne sais plus si c'était du PS ou le PS, mais les gens étaient horrifiés par ce qu'on a dévoilé à ce moment-là. Puis, on avait de grands avocats, comme Maître Leclerc, qui était venu, bon, plus nos collègues sénégalais, africains. Il semblerait, bon ça je ne sais pas, que Senghor ait dit quand il a appris ce qui m'était arrivé, surtout qu'elle ne meure pas. Il avait peur pour son régime à ce moment-là? Il y avait l'histoire de Blondin. Et moi, pour dire aussi quelque part le degré de naïveté où vous vous dites, il y a des choses qu'un régime ne peut pas faire. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils avaient tué Blondin Diop. Qu'est-ce que je dois faire encore? Rien du tout. Je rentre chez moi et je dors.